J'attends que l'enregistrement parte. Alors déjà, un grand merci à toi, Marilou, de nous avoir rejoints. Et merci également à tous les participants, tous ceux qui nous ont rejoints en live. Marilou, comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Corinne aussi, non, quand même. Je suis là, donc tout va bien. Je te laisse faire l'intro. Ouais, ouais, non, Exactement. ravi vraiment de te rencontrer, de te retrouver, Stéphane, et de rencontrer Marie-Lou. J'ai hâte de, comme on disait un peu en off, là, de découvrir ton parcours et que tu nous partages un peu tes pépites parce qu'on sait, Stéphane et moi, que tu en as beaucoup. Et Eh donc, ben, c'est merci d'être là et trop contente d'être avec vous avec tous ceux aussi qui se connectent au fur et à mesure en live et qui nous verront en replay. Absolument. Donc là, c'est l'occasion, eh bien, justement, de te présenter un petit peu pour leur donner la possibilité de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on est très heureuse, pardon, de t'avoir comme invitée. Donc, Marie-Lou, pour la présenter, c'est une entrepreneure qui incarne le courage et l'authenticité. Elle a fait de sa mission un engagement à transformer l'entrepreneuriat en une source d'épanouissement personnel et d'impact collectif. Elle croit profondément qu'un business rentable et aligné peut révolutionner la manière dont on vit et travaille. Donc, face aux défis que rencontrent de nombreux entrepreneurs, entre incertitude, frustration ou syndrome de l'imposteur, elle propose une approche unique grâce à son expertise. Elle aide à bâtir des activités authentiques et durables en surmontant des obstacles tels que le perfectionnisme ou la comparaison toxique. Son parcours très intéressant, mêlant communication, hypnose et yoga, l'a mené à créer des initiatives qui sont assez intéressantes, comme celle d'un festival de bien-être aux Canaries, où plus de 110 entrepreneurs ont été accompagnés vers le succès. Et elle a également cofondé donc le Bootcamp Effervescence en 2024, qui est un programme qui allie stratégie et intuition. Aujourd'hui, elle continue à inspirer et guider avec passion et bienveillance des entrepreneurs vers un épanouissement aligné avec leurs valeurs. Marilou, bienvenue. Et c'est l'occasion, après cette introduction, pour montrer un petit peu toutes tes activités, la question de savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est que de réinventer ses faux pas? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à vouloir nous parler de se réapproprier son histoire et en faire un atout business différenciant? Merci Stéphane, merci déjà pour cette belle introduction. Et pour l'opportunité aussi d'intervenir. Donc moi, quand tu m'as contacté avec la thématique de réinventer ses faux pas dans l'entrepreneuriat, ça m'évoque beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on se disait aussi en off, c'est que moi j'ai choisi d'aller sur toute la notion d'histoire personnelle parce qu'en fait ça va nourrir plein d'aspects de nous, de notre personne et en même temps de notre business. Parce que souvent les cassures ou les échecs ou tout ce qui n'est pas beau et lumineux, on va pas forcément le mettre en avant quand on est entrepreneur, surtout voilà, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, c'est beaucoup de success stories. Alors qu'en fait, le succès, c'est qu'une partie de l'histoire. C'est que le sommet de l'iceberg. Et en fait, derrière ça, derrière tout succès, derrière toute réussite, il y a des tentatives, il y a des échecs. Et plus on apprendra à les mettre en avant, à les accepter, à en faire presque des... Oui, peut-être pas des étendards de fierté, mais en tout cas de pouvoir l'assumer pleinement, plus aussi on va démocratiser l'entrepreneuriat, sortir d'un idéalisme et le rendre plus accessible. Et en même temps, le fait de se réapproprier son histoire personnelle, c'est aussi un des pas pour être plus en paix avec soi-même et arrêter de se suradapter, arrêter de chercher à cacher des choses de soi, arrêter à essayer de rentrer dans des cases. Donc en fait, pour moi, la thématique de l'histoire personnelle, c'est ce qui fait le pont entre finalement la connaissance de soi, la thérapie, le lien avec soi-même et en même temps un côté très business parce que qui on est, notre histoire, ça va venir nourrir les raisons d'être de notre business, ce qui nous anime, ce qu'on a envie de partager et de mettre en avant. Donc voilà, sur la question qu'est-ce que m'évoquent les faux pas, pour moi c'est un inévitable et c'est quelque chose qui est encore trop caché et qui crée de la honte, de la comparaison et plus on va nous exposer tout ça et plus en fait on sort aussi de la comparaison et on va vers quelque chose de plus doux et de plus écologique pour chacun. Oui, non, mais complètement. Je pense que c'est tout à fait
c'est tout à fait pertinent dans le sens où c'est une nécessité pour pouvoir justement avancer. Toi, comment est-ce que comment est-ce que ça t'est apparu? Comment est-ce que tu t'es toi-même réapproprié ton histoire pour pouvoir justement proposer ce que tu proposes aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a un panel de propositions que tu fais. Donc, je pense que ça va avec différentes expériences. Donc, comment est-ce que tu peux les partager avec nous? Ouais, je pense qu'au-delà d'expériences spécifiques, je pense que se réapproprier son histoire, c'est aussi se connaître, savoir ben, qu'est-ce qui fait de nous un individu unique et particulier, qu'est-ce qui nous a challengé dans le passé, qu'est-ce qui a été difficile. C'est pas forcément juste des événements, c'est aussi des manques, c'est aussi reconnaître, reconnaître des émotions qu'on conscientise pas forcément. Ça peut être de la colère. Moi, je sais que euh, évoluer dans l'entrepreneuriat, ça a été aussi, c'est beaucoup passé par ça, par reconnaître cette colère de je ne veux plus ça, je ne veux pas ça comme modèle. Euh, et quand je dis se réapproprier aussi son histoire, c'est tout ce qui est injonction, c'est-à-dire que moi j'étais beaucoup sur travailler plus, en faire toujours plus, euh, et jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement. Et du coup, se réapproprier son histoire, c'est aussi retourner en arrière, voir ce qu'on a entendu sur le succès, sur la réussite, et se demander, ok, est-ce que c'est vrai pour moi? Oui, non. Et ça, c'est au-delà même d'être un ingrédient de mon business, ça a été le point de départ, ce questionnement de, ok, entre tout ce que j'ai reçu et ce que j'ai entendu, où est-ce que je décide d'aller? euh, Et après, pour des éléments un peu plus factuels, euh, moi, aujourd'hui, mon business, c'est aussi beaucoup la somme de mon histoire personnelle, parce que j'ai fait du marketing, parce que j'avais une idée très spécifique de ce que devait être le succès, la carrière. Enfin, pour moi, c'était très important, ces sujets de réussir, c'était faire une grande carrière, c'était être validé, reconnu, avoir un haut salaire, etc. Ça, j'avais ces injonctions d'un côté. De l'autre, moi, ma mère, elle était dans le bien-être aussi. Donc, c'est vrai que le prendre soin, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon histoire familiale, puisque c'est dans toute la lignée aussi maternelle. Et sauf que ma mère, elle était sophrologue il y a 30 ans, et ça, c'était pas forcément le business, c'était peut-être pas au cœur de ses intérêts. Et finalement, elle avait de l'or dans les mains et elle n'en a pas forcément fait quelque chose de monétisable, de rentable, etc. Et il y a beaucoup ce que je vois beaucoup moi dans le monde du bien-être, il y a cette envie de faire, cette envie d'aider, cette envie de changer le monde à sa façon. Et en même temps, il y a le monde du business qui ne se rencontre pas. Et du coup, moi, en fait, en ayant transité dans le marketing, puis en étant appelée vers le bien-être, parce que ça, je pense que c'était aussi une curiosité naturelle vers tout ce qui était ces quêtes de sens. Enfin, on parle beaucoup de quêtes de sens, mais après, ça s'auto-alimente avec plus grand, avec du dev perso, avec de la spiritualité. Et du coup, unir ces deux univers, c'était vraiment aussi se réapproprier pour moi, se dire, ok, il y a des personnes, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et comment je fais pour, alors que c'est pas forcément des choses qui se rencontrent. C'est un petit peu ça qui m'a drivé, je dirais, pour résumer, je dirais, comprendre les injonctions et les questionner. Euh, Faire la paix aussi avec des éléments que j'acceptais pas. Moi, j'ai eu du mal à accepter toute la partie plus spirituelle en moi et du coup, en parler sur les réseaux encore moins. Et puis faire le pont un petit peu entre des choses qui semblent impossibles. Ouais, merci beaucoup de ce partage qui est déjà, j'ai envie de dire, très riche et qui fait écho, comme quoi il y a plein de synchronicités dans ces moments-là à chaque fois et c'est ce que j'aime durant ces événements, ces sommets, qui fait écho avec ce qu'on a partagé juste avant, Stéphane et moi, cette notion de, en fait, on a l'impression, mais ça commence à changer et ça a changé déjà de un bout de temps, d'avoir deux mondes différents dans l'entrepreneuriat, le monde très business, comme tu l'as dit toi-même, avec faire de l'argent, etc. Et puis, de l'autre côté, le monde où il y a derrière cette quête de sens, cette quête de soi, et qui amène souvent à une volonté de donner, une volonté d'aller plus vers le bien-être, ou en tout cas de l'impact pour les autres, pour aider les autres. Et quelquefois, ces deux mondes-là ne veulent pas se rencontrer. Alors, ça a changé, c'est ce qu'on disait juste avant. Et comme tu le dis, bah, toi, tu fais le pont entre ces deux mondes-là.
J'ai envie de te poser la question, parce que tu parlais de réapproprier son histoire. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de ton histoire? Parce que en off, tu nous disais que ça faisait juste quelques années finalement que tu étais dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement. Quelle était ton histoire justement pour arriver là où tu en es? Pour arriver à l'entrepreneuriat, Oui, à l'entrepreneuriat. je dirais qu'un élément constitutif, c'est enfin, il y a 2 choses. Il y a une quête de sens, mais qui est pas liée à la mode. En ce moment, c'est un peu, le grand thème pour tout. Moi, la question de: «Qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde?» je me la pose depuis que j'ai 6 ans, donc c'est pas récent et cette quête-là, qui est à la base de beaucoup de choses dans ma vie, c'est ce qui m'a emmenée à questionner beaucoup de modèles existants et donc moi, ce qui est constitutif de mon histoire, c'est beaucoup le voyage. Pendant 10 ans, puis je sais que ça va vous parler puisque vous êtes aussi toutes les 2 expatriées, mais pendant 10 ans, je me cherchais, mais ça passait par trouver mon lieu de vie et du coup, ben, les 10 dernières années, j'ai beaucoup voyagé, que ce soit sur des formats d'expatriation ou de voyage sac à dos sur du long terme, hem et j'ai été dans cette quête et qui s'est traduite dans le mouvement. Donc, j'ai vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai voyagé en sac à dos en Amérique latine, j'étais pas mal en Asie et je pense que il y a eu ce pan-là, cette quête avec, j'ai envie de me nourrir, de comprendre, d'explorer d'autres modèles qui d'où ça vient, on pourrait remonter parce que c'est vrai que j'ai aussi dans ma famille, c'est aussi présent, mais sinon je pense que moins loin, j'avais une curiosité naturelle aussi qui était très présente là-dessus et j'avais 2 gros piliers, donc j'ai le voyage et j'avais l'écriture. Moi, depuis toute petite, j'écrivais des poésies, j'écrivais des nouvelles et en fait, ces 2 univers se sont un peu réunis. J'écrivais pas mal, même en voyage et toujours dans essayer de comprendre, essayer de comprendre mes émotions, donc peut-être même si je rajoute un troisième élément, ça fait un triangle en fait avec, le voyage, l'écriture et moi ma gestion des émotions où je ressentais tout très, très fort. Je savais pas quoi en faire, et je culpabilisais juste parce que, beh, j'avais l'impression d'être trop intense, trop ceci, trop cela, donc je cherchais des outils. Moi, je cherchais pas à me réorienter ou aller dans l'entrepreneuriat, c'est que dès toute petite, je cherchais, bah, comment, gérer, la colère, la frustration, l'injustice. Comment, en fait, on gère tout ça quand c'est très fort, ça te dépasse et que finalement les adultes autour, ne comprennent pas. Donc je pense que ça m'a vite amenée sur, bah, la psychologie, comprendre et cetera. Mais c'était d'abord pour une logique, moi, de comprendre ce qui se jouait en moi, avant même d'aller sur des chemins entrepreneuriaux. Non, mais c'est super, super intéressant parce qu'on voit, justement l'état d'esprit dans lequel tu te positionnes et la proposition qui est justement alignée avec, là, on peut entendre les valeurs que tu partages avec nous. Comment est-ce que c'est arrivé que ça a pris, une place plus juste pour toi dans ton activité? Et justement, tu vois, dans la présentation que je faisais en parlant avec toi et en regardant, en faisant ma petite préparation pour te présenter, on voit souvent revenir cette question d'alignement. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important d'aligner un business avec ses valeurs personnelles? Parce que c'est vraiment une thématique qui revient énormément. Comment est-ce que tu l'abordes et comment est-ce que tu le présentes? Ouais, en fait, pour moi, le sens, c'est un moteur. C'est-à-dire que ça il va y avoir des personnes qui peuvent être drivées juste par la rentabilité, très bien et c'est un moteur comme un autre. Sauf que, ben, plus on va vers c'est un peu un terme galvaudé, mais plus on va vers ce qu'on appelle l'éveil des consciences, c'est-à-dire, ne pas se contenter d'obtenir, mais aller vers de l'impact, se questionner sur: «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener? Pourquoi je fais les choses?» plus on va vers cette conscience individuelle et collective, plus en fait le matériel pur n'est plus un seul élément et du coup, avoir un business qui serait pas aligné, en fait, ça va venir renforcer des schémas existants, souvent de suradaptation. C'est-à-dire ce que je suis n'est pas assez, donc je vais rentrer dans une case. Et ce rentrer dans une case, moi, il me dérange parce qu'en fait, on bride la créativité d'une personne, on bride son unicité, on bride sa capacité d'innovation et en fait, on tombe sur des scénarios où les gens jouent trop petit et ça se répercute. Surtout, en fait, la personne, fait grandir un mal-être parce que, ben, si on est dans un environnement ou dans un espace qui ne nous correspond pas, on n'est pas bien avec soi, on se suradapte. Ça fait des boules de colère, de frustration qui, ben, en ricochet et en vase communicant, se répercutent sur le relationnel proche. Voilà,
je suis toujours en train de me suradapter, de calmer, de faire des efforts. Donc forcément, après, on peut dégoupiller sur la moindre chose et ça crée des boucles de violence et d'incompréhension au niveau relationnel, ce qui, moi, est quand même un thème très fort pour moi, l'harmonie relationnelle. Et puis après, ça va en cascade. C'est que le relationnel va pas, il y a de l'isolement social de plus en plus marqué, parce qu'en fait, si mes proches ne me comprennent pas, je m'isole, on renforce le mal-être et on va tomber dans de l'autodestruction, parce que je suis seule, je suis incompris, je veux pas le ressentir, je l'enfouis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans des comportements addictifs, ça peut être dans de l'alcool, ça peut être dans du shopping à outrance, dans de la consommation à outrance. Et puis là, on vient continuer la boule de neige parce que si ma sortie de secours, c'est la consommation, du coup, je vais consommer plus de ressources, et puis ça amène des conséquences au niveau écologique, etc. Et pour moi, toutes les crises, qu'elles soient politiques, écologiques, peu importe, elles ont toujours le point de départ de l'individu qui ne se sent pas vu, compris à sa juste valeur. Et du coup, en fait, pour moi, tout part de là. Et du coup, déjà, si les gens arrivent à changer la valeur travail, c'est-à-dire que le travail, c'est pas juste là pour être pénible et faire gagner de l'argent, mais que c'est une façon de contribuer. Déjà, si on met cette conscience-là, ça va avoir beaucoup, finalement, de conséquences positives en rebond. Donc, en fait, pour moi, c'est hyper important pour la santé mentale. Et puis, parce que quelqu'un de pas bien, il va se suradapter, il ou elle va se fatiguer, et après, on tombe sur les maladies, etc. Et du coup, c'est l'alignement, pour moi, c'est le point d'entrée sur quelque chose de plus écologique sur le long terme. Oui, clairement. Et du coup, comment est-ce que tu en fais un élément différenciant? J'en fais un élément différenciant parce que moi, je suis un peu anti-injonction et je veux montrer que, alors, mais dans un juste milieu, parce qu'il y a des gens, ils vont tout rejeter les injonctions. Allez, nana, le business, je vais faire full intuition, ça ne marche pas non plus. Et tout ça, c'est un juste milieu, c'est-à-dire que faire que de l'intuition, en fait, c'est être aussi dans l'ego, c'est-à-dire c'est pas utiliser l'expérience des gens qui sont passés avant. Donc c'est se dire, moi je sais, je connais, je vais réinventer la roue. C'est pas forcément ce dont on a besoin. Mais par contre, aller que dans et ça, je le vois beaucoup, je pense que c'est pour ça aussi, pour répondre à ta question, j'en fais un élément différenciant, c'est que moi, je déteste les recettes magiques. Et voilà, on va faire, pour avoir un business, pour développer ta visibilité, pour développer ton chiffre d'affaires, tu fais tac, 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 tac. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, les personnes, elles ont leurs histoires. Moi, je dis souvent, dans le bootcamp, des fois, on fait retravailler les structures d'organisation avec Alban. Et je dis souvent, si on fait faire un agenda très carré à quelqu'un et qu'on vient toucher sa valeur liberté, on n'arrivera à rien. À part créer plus de frustration, plus de dévalorisation, de je suis pas capable, etc. Or, aujourd'hui, que ce soit à l'école ou dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat reste aussi, on reproduit des codes, on reste dans un truc, voici ce qu'il faut faire. Et moi, là où je suis pas d'accord et où je pense que c'est différenciant du coup ce que j'ai envie d'amener, c'est de dire c'est pas parce qu'on t'a toujours montré qu'il y avait le chemin A et B que tu peux pas observer ce qui se passe en A et B et créer C. Et beaucoup de fois, on nous calque un modèle. Puis même, je prends un exemple même très, très concret, très pragmatique sur la communication sur LinkedIn. Allez, utilisez ces 4 accroches. Mais c'est pas ça qui fait qu'un contenu a de l'âme, transmet un message, transmet une valeur et va aller toucher des personnes. Donc c'est aussi se défaire un peu de tout cette consommation, cette société qui veut du très vite et du prêt à l'emploi. Les 3 méthodes hyper performantes pour... il n'y a pas de baguette magique en fait. Moi, je pense que c'est déjà une belle pépite. Là, celle-là, je la garde. Je la garde pour les commentaires, je te le dis tout de suite. Il n'y a pas de baguette magique. Et, euh, et du coup, excuse-moi, Corinne, peut-être que tu voulais rebondir Non, non, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. sur ce que Marie nous disait, parce que c'est vrai que, en fait, ça résonne énormément ce que tu es en train de dire, parce que je pense à partir du moment où tu travailles avec des entrepreneurs et que tu es entrepreneur toi-même, tu arrives
par différents angles qui vont être propres à toi, à ton histoire, comme tu le disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui ressort à chaque fois, c'est vraiment ça, en fait. Cet aspect où on a quelque part l'impression que, en effet, il est nécessaire que la personne ressorte derrière, tu vois, que ce soit, que ça imprègne le projet, parce que sinon, ça va impacter bah, le succès. Et là, tu vois, une question que j'aurais pour toi, c'est du coup, qu'est-ce qui, comment est-ce que, tu sais, cette classique question de comment est-ce que tu définirais ce succès ou cette réussite pour un entrepreneur justement dans cette volonté de proposer quelque chose, de proposer sa vision au monde. euh, Comment du coup est-ce que ça se matérialise? Puisque du coup, on parlait du lien entre le business et justement cette quête de sens. Euh, Comment est-ce que tu matérialises, entre guillemets, le succès ou la réussite, en tout cas, de ce projet entrepreneurial? Dans l'absolu ou pour moi? Bah, on peut le faire dans les deux cas. D'abord dans Ok. l'absolu et ensuite pour toi. Moi, pour moi, le succès, ça va être un peu classique, ce que je veux dire, mais c'est identifier ce qu'on aime vraiment. Donc ça, c'est déjà un premier travail et ça peut prendre du temps, contrairement à ce que plein de gens pourront dire sur ce côté. Oui, bon, identifie, trouve et vas-y. Bon, des fois, il se passe 5 ans, 10 ans entre les deux, mais c'est savoir ce qu'on aime faire, savoir où est-ce qu'on est bon. En fait, le succès, pour moi, il se mesure à un état de flow, c'est-à-dire c'est le moment où on arrive à obtenir beaucoup de résultats avec un effort moindre. Alors, c'est pas tomber dans un cliché de on fait rien et on imagine tout, mais c'est qu'en fait, c'est tellement aligné qu'on travaille sans que ça nous demande de l'effort. Par exemple, on va se mettre à écrire des choses et en fait, en 3 heures, le temps s'est arrêté. C'est vraiment cet état de flow. Le temps s'arrête, on produit, c'est peu de temps qualificatif et en qualité et qui va amener des résultats. Et moi, c'est cette zone qui m'intéresse de euh, où est-ce que bah, finalement la valeur que tu apportes est la plus grande sans que ça te prenne en énergie. En fait, le succès, c'est faire des actions qui apportent aux autres tout en nous donnant de l'énergie à nous et qui font qu'à la fin de la journée, on se sent satisfait. Après, ça peut prendre 1000 orientations selon les personnes, leur sensibilité, ce qu'elles ont envie de transmettre. Non, mais complètement. On a déjà un petit commentaire de Corinne qui est tout à fait d'accord avec toi. De Karine, pardon. J'étais en train de voir Corinne en face. Et c'est vrai, j'aime beaucoup la façon dont tu définis le succès. Donc là, du coup, c'était la façon un peu large, mais pour toi, alors, comment est-ce que ça se matérialise? Pour moi, ma vision du succès, c'est décorréler mon temps de la rentabilité. Dans l'entrepreneuriat, on parle de scale. Bon, je suis pas forcément à. Je n'ai pas vocation à ne pas travailler parce que j'aime ce que je fais. Néanmoins, c'est important pour moi de sortir d'un schéma de je suis là, je délivre, j'ai de l'argent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la notion systémique et qui revient avec la question de valeur. C'est-à-dire, une fois qu'on comprend bah, la valeur qu'on veut apporter, c'est important pour moi de trouver le comment on veut le faire. Après, moi, dans ma vision du succès, j'ai un gros c'est très lié à la notion de contribution et de transmission, parce que moi, c'est des valeurs qui me touchent, mais du coup, une fois que je sais que je veux transmettre, que je sais ce que je veux transmettre, que je sais comment je veux le faire, par exemple à l'écrit ou en vidéo, peu importe, ben en fait, c'est d'allier ces piliers, c'est-à-dire de pouvoir contribuer, de pouvoir m'exprimer, parce que moi, c'est important pour moi tout ce qui est transmettre des messages, tout ce qui est dans la notion de visibilité, de leader d'opinion, en fait, d'utiliser sa voix individuelle pour faire bouger les choses collectivement, tout en se préservant soi. Et moi, la notion de temps, pour moi, elle est hyper importante. Et dans mon succès, je mets beaucoup la notion de cadre de vie. C'est-à-dire que moi, un succès où je passe 15 heures par jour dans une grande ville, où j'ai pas de temps pour moi, où en fait mon agenda, je le regarde, je n'arrive pas à respirer, c'est pas du succès. Donc, moi, j'ai besoin de cet équilibre entre, oui, je génère un revenu confortable et en même temps, j'ai du temps pour développer ma créativité, pour continuer de travailler sur moi et puis pour pouvoir absorber, même au-delà de ça, pour pouvoir absorber
l'inconnu et l'incertain. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans mon agenda, s'il m'arrive une galère qui va me prendre 3 jours, c'est ajustable. Peut-être que je vais courir un peu plus sur la fin de semaine ou sur la fin de mois, mais c'est pas 2 jours de problème ne vont pas me mettre sous l'eau et terminer. Et ça, pour moi, c'est aussi cette flexibilité, ce rapport au temps qui joue beaucoup dans le succès. Merci pour ces partages-là. Forcément, j'ai envie de dire, ça résonne énormément avec ma vision de l'entrepreneuriat, la manière dont on construit les choses, que ce soit moi comme Stéphane. Il y a cette notion qui est revenue chez toi plusieurs fois, que ce soit en off ou même en live ici, cette notion d'état de flow. Derrière cette notion d'état de flow, j'entends tout ce que tu mets, c'est-à-dire à la fois l'alignement, à la fois cette notion de travailler, mais sans avoir l'impression de travailler tel qu'on l'entend aujourd'hui, la notion de travail, c'est-à-dire en effet dur, en effet de difficulté, en effet, etc., etc. Et j'entends aussi cette notion de, en fait, dans un état de flow, il y a cette créativité qui est là, cette ouverture des champs des possibles. Moi, j'aime beaucoup parler d'ouverture des champs des possibles dans cet état de flow et qui amène justement à entreprendre, comme tu le disais, de manière alignée, de manière authentique, de manière purement soi. Euh, et je trouve que ce qu'on vient de donner là ce que tu viens de donner pendant un peu moins d'une demi-heure ensemble était hyper puissant comme message autour de revenir à cet état de flow. Mais j'ai quand même envie de faire un lien avec justement le sujet qui est ces fameux faux pas. Parce que souvent, quand on entend comme ça des parcours quand on n'a que 30 minutes pour expliquer un peu le parcours, ce qu'on fait et ce qui nous anime aujourd'hui, parce qu'on est arrivé dans cet état justement de flow, de champ des possibles, etc. Il y a aussi cette notion où, toi tu l'as dit même en off, que t'aimes partager que dans ce cheminement-là, il y a eu aussi des faux pas. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu te souviens un peu des faux pas qui ont été assez marquants pour toi ou même chez les personnes que tu as accompagnées et comment finalement, parce que les personnes qui sont là en live et qui vont être là en replay, moi je sais que j'ai eu quelques questions en off en disant mais comment on fait en fait pour changer cet état d'esprit, pour voir ces faux pas comme quelque chose d'apprenant, comment on fait pour s'en sortir, pour avancer? Et j'ai envie de te demander, ouais, toi, dans ton parcours, est-ce que tu peux nous partager peut-être des faux pas, entre guillemets, en tout cas 10 faux pas, et comment tu les as transformés? Ouais, je pense que plus que des faux pas, c'est des manques d'écoute de moi, Hmm. donc faux pas, ce serait même doux pour le dire, mais moi, j'ai poussé les limites à aller dans l'épuisement, à fleurer le burn-out, à être dans des grosses pertes de sens, alors qu'en plus, sur le papier, il y a 4 ans, j'étais prof de yoga, j'étais aux Canaries, enfin, sur le papier, ma vie était parfaite. N'empêche que je me suis épuisée, j'alimentais un business qui me convenait plus. J'étais en train de faire du présentiel dans un lieu où je me voyais pas rester. Heu, Financièrement, j'étais pile entre 2 murs. Donc je pense que mes gros faux pas, ça a été pousser sur mon énergie, aller vers du burn-out. Après moi, j'ai eu toute une désillusion spirituelle aussi, mais vu que c'était lié à mon métier, je pouvais plus le transmettre. Donc j'avais une remise en question de tout mon système de croyances. Donc au-delà, ça c'est même plus que des Hmm. faux pas. Je dirais que c'est des portes de la vie dans le visage aussi. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est de me faire accompagner. Ça, c'est clair, parce qu'en fait, moi, je parle souvent de vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est pas juste de soi à soi. C'est aussi de dire, là, j'ai besoin d'aide. En fait, là, clairement, je vais me noyer. Euh, c'est de Je pense aussi, travailler tout ce qui était autour de la sécurité intérieure. Au début, j'étais là: «Oui, c'est des grands concepts», mais en fait, c'est vrai, tout n'est pas une question de croissance. Donc moi, j'étais beaucoup dans croissance, puis croissance, puis croissance, et en fait, j'avais pas trop de problèmes pour investir en moi, en termes de mindset. Par contre, dès que j'avais, un peu d'économie, j'étais là: «Ah boum, je reprends un accompagnement». Là où en fait, j'aurais dû stabiliser, me dire: «C'est bien, souffle, profite de tes ressources et genre prends 3 jours de week-end», au lieu d'aller chercher le prochain pas. Donc mes conseils, c'est de se faire accompagner, c'est de se dire que si ça bloque, il y a double niveau de lecture, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité individuelle, oui, mais pas que. C'est-à-dire ne pas se flageller en se disant je suis nul, nanana, nanana, mais en même temps dire ok, là je suis bloqué, qu'est-ce qui se joue? Parce que ça peut se jouer à plein de niveaux, ça peut se jouer au niveau individuel, au niveau transg, peu importe, mais c'est d'avoir ce double niveau de je prends en main mon changement sans pour autant
me mettre dans le sac à dos que c'est ma faute et que je suis vraiment nulle si j'y arrive pas. C'est les deux. C'est je suis responsable d'eux et en même temps, il y a des choses qui me dépassent. Et c'est jouer avec ces deux-là. Donc, je disais l'accompagnement, cette attitude à la fois sincère et bienveillante envers soi-même. Et puis, redonner de la place aussi au repos, en fait. Enfin, moi, un plus gros faux pas, c'est voilà, c'est de ne pas s'écouter et c'est revenir, j'en parle souvent, mais revenir au corps, en fait. Moi, quand un peu tout s'est cassé la figure, c'était pas, qu'est-ce que je dois pas changer de stratégie, je devais juste, remanger bien, refaire du sport, quitter les écrans. C'était pas forcément très, «Ah, je vais faire un nouveau business, je vais changer mon positionnement». C'était déjà on va reprendre mes fondations internes. Donc ça, je pense que c'est la base de la base. C'est quand il n'y a plus d'envie, plus de motivation, c'est déjà commencer à dormir au lieu de se dire je vais trouver un nouveau projet qui m'anime. Je vais dormir, je vais manger, je vais revenir aux basiques en fait, qui sont bien souvent finalement mis à mal aussi dans l'entrepreneuriat. Complètement. Merci de ce partage parce que je trouve que on n'entend pas assez des partages, j'ai envie de dire, authentiques, vrais, avec cette vulnérabilité, ce partage vrai que tu nous fais là. Parce que c'est vrai on entend souvent, ben voilà, comme tu l'as dit au début, hein, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut remettre de l'action dedans, etc. Et parfois, en effet, tu as raison, juste prendre une pause, juste faire un stop et prendre le temps pour soi, déjà revenir aux basiques, revenir à ce qui nous plaît, revenir à ce qui fait sens, revenir à soi, permet d'avoir le plus beau des piliers pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble. Je suis en train de regarder le temps et je vois que le temps, il avance comme d'habitude beaucoup trop vite, alors qu'on a envie de rester encore des heures. J'ai juste envie de revenir avec un partage que tu as fait sur cette notion de revenir au corps. Pareil, parce qu'on n'entend pas assez, à mon sens, et moi forcément ça me parle. J'ai eu un parcours un peu comme le tien, hypno, etc., etc. Donc tout ce qui est émotion, ressenti, revenir au corps est important. Et j'ai envie de faire un focus dessus par rapport à revenir au corps. Comment on apprend finalement à revenir au corps? Parce que souvent on arrive à revenir au corps quand c'est trop tard. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, je me suis pris une porte, je me suis pris un mur. Et là, oui, bah, j'ai plus le choix de revenir au corps. Mais avant qu'on arrive à ces portes et ces murs qu'on prend, est-ce que tu aurais un tips à donner aux personnes qui sont là? En plus, je connais certaines personnes qui sont là. euh, de comment s'écouter, comment revenir au corps, comment revenir à justement cet endroit où on peut réajuster le chemin pour que le chemin soit plus juste pour nous. Ouais, déjà, ça va être tout bête, mais c'est déjà de prendre conscience qu'on a un corps. Ça va être plus porte d'entrée que juste dire la respiration, etc. Mais prendre Mhm. conscience qu'on a un corps et que notre corps, c'est notre véhicule. Et qu'en fait, notre corps, c'est pas juste un outil de séduction ou un outil de productivité. Donc déjà, je pense que c'est questionner, quel est le rapport que j'ai envie d'entretenir à mon corps, qu'est-ce qui me permet, où est-ce que je peux avoir de la gratitude pour mon corps, même si ça sonne un peu vu et revu, précepte de dev perso, c'est prendre conscience qu'on a un corps, essayer d'aller dans la sensation. Souvent, nous, on est des êtres pensants, donc on reste dans nos pensées, et moi, je le dis souvent, là où j'ai fait mes plus gros sauts en dev perso et qui ont eu des impacts sur mon business direct, c'est d'arrêter de vouloir comprendre. Et ça, c'est hyper difficile et c'est de revenir à la sensation. Ah, quand j'ouvre mon Instagram, que je me compare, d'arriver à mettre pause. En fait, c'est de se voir un peu en macro. Je me vois en macro et je m'observe. Je suis un observateur de ce qui se passe et de pouvoir dire, ok, bah en fait, là dans mon corps tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, j'ai mal au ventre. Et des fois, c'est très dur parce qu'il n'y a rien en fait. On est complètement coupé. Euh, Être coupé de son corps, c'est un signe de traumatisme. Donc en fait, c'est aussi de se dire, si je n'arrive pas à ressentir, euh, les gens vont souvent dire, non mais c'est pas un problème, ok. Mais en fait, est-ce que je me sens seule? Est-ce que j'ai du mal à créer du lien? Est-ce que je suis en perte de sens? Ces choses profondes que je mets sous le tapis parce qu'il n'y a pas le temps. Mais en fait, déjà, savoir aussi qu'il y a des méthodes et que c'est juste le corps qui a réagi en se coupant de tout ce qui peut être difficile et inconfortable. Donc, une fois qu'on a la conscience de ça, il peut y avoir, moi je pourrais dire la méditation parce que ça m'aide énormément. Néanmoins, il y a des gens pour qui la méditation, elle n'est pas accessible tout de suite. Et ça, on n'en entend pas assez parler. Si on réalise qu'il y a cette difficulté à être dans le lien, difficulté à être dans l'empathie, mais en fait, c'est de se dire, c'est pas moi qui débloque. Là, j'ai ma carapace, elle est devenue trop lourde, trop épaisse.
Et comment je vais sortir de cette anesthésie émotionnelle? Et déjà de prendre conscience que c'est normal, qu'il y a rien de cassé, qu'on peut se faire aider, qu'on peut se faire accompagner et pas juste taper sur Google: «Comment lâcher prise?» «Ah, je vais essayer de méditer». En vrai, la méditation, c'est le niveau 10 et souvent, c'est pas accessible, quand on est bourriné de pensées, quand on n'a jamais vu un thérapeute, donc c'est d'aller progressivement vers ça. Ça peut passer après par, aussi tout ce qui est approche corporelle, ça peut être le sport, le yoga, mais revenir dans la sensation et si on sent que c'est bloqué, ben, aller encore une fois vers quelqu'un qui va, ouvrir les voies. Merci beaucoup de ce rappel et de ce chemin pour revenir au corps de manière très simple et c'est ce que je disais aussi juste avant aussi de passer, en live avec toi et ce que je partageais et ce qu'on partageait aux différents participants tout à l'heure, c'est cette notion de vous allez peut-être entendre des choses que vous avez déjà entendues, mais vous allez l'entendre différemment. En fait, vraiment apprenez à entendre les choses de manière complètement différente et c'est ça, c'est grâce à ça qu'on va, que vous allez avancer, qu'on va avancer et cetera et la manière dont tu viens de partager cette notion de revenir au corps de manière basique comme tu l'as dit et peut-être qu'on l'a déjà entendu, bah, c'est quelque chose qui est complètement différent quand même parce qu'il y a cette notion de, bah, on arrête de respirer, c'est pas cette notion de respirer, c'est pas cette notion de méditer parce que, comme tu l'as dit, on est déjà à un step beaucoup trop loin et juste le simple fait de revenir et de sentir que peut-être qu'il se passe rien et s'il se passe rien, c'est déjà un bon indicateur de quelque chose. Je laisse Stéphane, parce que je vois que le temps file, je laisse Stéphane faire la conclusion de cet échange. Je te remercie beaucoup, Marilou, pour cette authenticité et ces partages très riches. Et Merci comme, beaucoup à vous. Et comme évidemment, je prends 1 milliard de notes parce que j'adore et je surligne, ça, c'est un petit peu n'importe quoi, mais ce que je veux mettre en avant, en fait, je trouve que ces échanges sont précieux dans le sens où tu partages énormément d'éléments et j'espère, comme disait Corinne, ce que l'ensemble de ce que tu partages avec nous, même si certains aspects peuvent avoir donné l'impression d'avoir été entendu ou souvent c'est vrai que c'est des choses qu'on peut savoir ou qu'on peut croire qu'on sait, mais là, il y a toujours une question de timing, une façon de le dire qui peut justement à cet instant-là, à ce moment-là, marquer. Et moi, ce que je note de cet échange avec toi, que évidemment j'ai trouvé passionnant, et pour revenir sur comment se réapproprier son histoire et en faire un atout business différenciant, bah déjà, et sachant que la thématique d'aujourd'hui, c'est comment réinventer ses faux pas, moi j'aime bien le fait que tu commences par rappeler que les faux pas sont inévitables. T'en as partagé avec nous et tu as bien insisté sur le fait qu'on est la somme de nos histoires personnelles et que en réalité, même si on peut avoir cette impression que le bien-être et que le monde du business sont deux mondes un petit peu distants, qu'il est important en fait justement de les réunir et de bien essayer de prendre conscience de la nécessité de le faire et que ça ne se fasse pas au détriment de ce qu'on est, de notre histoire, et en se respectant, en étant bienveillant également avec nous-mêmes, qu'il n'y a pas de baguette magique, comme je disais. On la garde, on la garde pour vraiment décrire ce que tu nous partages. Et donc, justement, de pas. Un des éléments que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait de ne pas décorréler son temps, être en mesure de ne pas décorréler son temps de la rentabilité. Et justement, c'est toutes ces pépites que tu as disséminées aujourd'hui dans ton partage, que justement on peut réécouter en replay, où j'invite les personnes qui sont là en live à ne pas hésiter à faire des commentaires ou à poser des questions, profiter de ta présence s'ils le souhaitent. Et vraiment pour l'ensemble de ce que tu disais quand tu parlais de la réussite, quand tu parlais également de revenir à cet état de flow que tu nous as expliqué en montrant un petit peu comment éviter de s'épuiser. Je pense que ce sont des éléments qui sont essentiels à comprendre pour savoir comment justement être en mesure de réinventer ses faux pas et ne pas et éviter de frôler
le burn-out comme ça a pu t'arriver. Donc, c'est pour faire un petit résumé rapide en quelques phrases des éléments qui, moi, en tout cas, m'ont marqué dans ce que tu as partagé avec nous. Je pense que c'était important de revenir dessus, de les souligner. Donc, en plus, ça résonne, comme disait Corinne, avec ce qu'on fait. Donc, Corinne, en tant que coach accompagnatrice des entrepreneurs, des personnes qui se réinventent et ce sur quoi vous vous retrouvez bien sûr sur tout cet aspect bien-être et thérapeutique. Et le fait justement de le compléter, et je sais que tu le fais également de ton côté, que tu es arrivé à la même conclusion que nous, que l'état d'esprit est important et la stratégie, la mise en place en fait de cette stratégie et de ce développement est nécessaire. Donc, c'est ce que l'on propose dans le cadre de Dreamcatcher et merci d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Sur notre page web de l'événement, on retrouve ton lien LinkedIn. Donc, vraiment, j'invite les personnes à te contacter et à venir parler avec toi parce que je pense que c'est vrai que ça peut ouvrir et mettre certaines choses en perspective. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu aimerais s'il y avait une phrase ou un élément que tu aimerais que les personnes qui t'ont découvert aujourd'hui, qu'elles se souviennent, ce serait quoi, Marilou? Je pense que dans je pense que le fin mot, c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup des phrases clichés, mais c'est l'importance d'oser et qu'en fait, on n'apprend pas qu'avec la tête, on apprend par l'expérience, en tentant, en essayant et que, en fait, de faire en sorte qu'une erreur, ouais, je pense que voilà, le fin mot, ça serait d'apprendre à se distinguer de ses actions et qu'on peut faire des erreurs sans être une erreur. Et c'est-à-dire, on peut mal faire sans que ça touche et challenge notre valeur personnelle. Et vraiment de se dire, j'ai le droit de me planter, ça ne dit rien de moi, ça dit juste que je suis quelqu'un de courageux et qui essaye. Et bien souvent, on se suridentifie à nos actions. Donc, euh, en résumé, je dirais peut-être ça, d'apprendre à se différencier, de se dissocier de ce qu'on fait. Vous n'êtes pas vos actions. Magnifique. Je trouve que c'est un mot de fin au poil. On va garder ça comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Marilou, pour ton temps, pour ces partages. Merci à celles et ceux qui se sont connectés avec nous de nouveau en live et celles et ceux qui vont se reconnecter en replay. Je laisse Steph mettre le lien de la prochaine masterclass échange conférence. On sera avec deux docteurs en droit qui va nous parler de choses essentielles lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur et encore plus essentielles quand on se lance dans l'accompagnement. Donc, merci à toi, Marilou. À très bientôt et puis à tout de suite pour celles et ceux qui nous rejoignent. Merci, bonne Salut, journée. Marilou. Mercredi. Merci.